Salam alaikum, Az-Zulflaoun, bonsoir. Aujourd'hui, l'Algérie est dans une situation dramatique, sur tous les plans. La machine économique est complètement grippée, avec de nombreux secteurs employeurs qui sont quasiment à l'arrêt. Et on assiste de plus en plus à une cascade de faillites d'entreprises. Et nombreux sont les Algériens sans aucun revenu. La situation économique et sociale ne fait qu'empirer dans notre pays. Nous sommes à quelques jours de l'Eid al-Adha. Et comme à chaque fois, on nous promet de réguler les prix et qu'aucun produit ne serait en pénurie ou au-dessus des moyens des Algériens. Au-delà du mensonge institutionnel, il est regrettable de constater que chaque année, à la veille du mois sacré du Ramadan, de l'Eid al-Fitr ou de l'Eid al-Adha, nous avons droit aux mêmes arguments fallacieux. Cependant, la réalité amère que vivent la majorité des Algériens montre tout l'inverse. En effet, l'Eid s'annonce difficile et ardu. Jamais les familles algériennes n'ont eu à appréhender un Eid ou un Ramadan dans des conditions aussi difficiles. Le mal-vivre algérien, de la situation politique à la situation des droits de l'homme, la situation économique, sociale et surtout du phénomène de la harga qui a littéralement explosé ces dernières années. 2022-2023 a été marqué par deux mots du lexique algérien, hugra et harraga, les deux mots qui résument le malaise algérien. Le prestigieux magazine britannique des économistes qui dressa en 2022 un tableau sombre de la situation sociale, économique, politique et des droits de l'homme dans un pays sous l'emprise d'un régime politico-militaire opaque. L'article qui explique ces deux mots, hugra et harraga, le premier englobe une gamme de sentiments sombres qui affectent les Algériens. Un sentiment d'émulation et d'oppression, un déni de dignité. Cela conduit au deuxième mot, de plus en plus courant, signifiant littéralement ce qui brûle, et l'image de l'Algérie brûle avec. Quand des économistes s'intéressent au sujet, cela veut dire que les temps sont difficiles pour Al-Quwa al-Dhariba. Depuis le début de l'année, quelques 13 000 Algériens ont atteint l'Espagne sur des embarcations précaires, fait savoir la publication dans un article sous le titre « Pourquoi le régime pourri de l'Algérie a eu de la chance ?» Notons qu'un article récent du journal Le Monde intitulé « L'exil ou la prison » explique pourquoi les principaux défenseurs des droits de l'homme se sont poussés à l'exil. Journalistes, magistrats, avocats et militants des droits humains partent ou tentent de partir. La fermeture et la répression sont telles que plus rien n'est faisable sans risquer l'arrestation. Avec un visa étudiant ou de tourisme ou faute de l'obtenir, en prenant un bateau pour rejoindre les côtes ibériques. Selon Frontex, plus de 13 000 Algériens sont entrés illégalement en Espagne depuis le début de l'année 2022. Selon l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en 2021, 1514 demandes d'asile ont été déposées par des ressortissants algériens. 139 ont reçu la protection sur les 9 premiers mois de 2022. 901 demandes d'asile ont été recensées. Face à la perte des repères, l'éblouissement des lumières supposées ou réelles, mais rêvées par les harragas, ces laboureurs des mers ont pris le terrible pari de soigner leur désespoir au péril de leur vie. Ainsi en est-il de ces milliers de personnes de tout âge, des deux sexes, qui fuient le pays à un rythme effréné et effarant. Le conte macabre des disparus est sinistrement édifiant. Dans cette grave recrudescence des harragas, chacun des partants évoque son propre motif, sa propre raison, et sont indiscutables. Logique, une jeunesse désemparée qui vit l'injustice et le désespoir au quotidien. La nouveauté et ce qui frappe les esprits, c'est que les candidats à la harga partent aussi en famille, parfois avec des bébés, issus pas seulement des couches sociales défavorisées, comme on l'a constaté par le passé, des médecins, des ingénieurs, des enseignants et même des femmes enceintes et des athlètes professionnels. Pourquoi fuit-il le pays ? Ce qui est sûr, c'est que cette péripétie est une preuve de l'impasse que vit notre pays à tous les niveaux.
Le pouvoir algérien a construit entre février et mars 2022 plusieurs murs en béton le long du littoral oranais pour prévenir la harga. L'installation de ces murs en béton sur une partie de la corniche oranaise a profondément choqué les Algériens. Le choix de la prison comme mode de gestion et comme seul horizon. 60 ans après l'indépendance, les Algériens épris de justice sociale, soucieux de leur liberté, ayant leur pays chevillé au corps, se voient à l'aube de l'Algérie nouvelle confrontés à un pouvoir qui semble avoir perdu tout sens de la mesure, s'enfonçant jour après jour malgré l'embellie financière qui s'annonce dans la médiocrité, avançant sans cap ni projet pour le pays, mettant en jeu la stabilité et la cohésion nationale. Les signes évidents de la restructuration autoritaire du pouvoir semblent être la seule voie choisie par le commandement militaire pour étouffer et tétaniser la volonté du peuple à changer de régime et à aspirer à un état de droit et des libertés en donnant un véritable contenu politique à ces changements. Le pouvoir utilise juste les mesures coercitives et de répression comme outil de gestion du corps social et politique. Il faut se rendre à l'évidence, notre pays, dans tout ce qu'il a entrepris, n'a produit que l'échec. L'échec dans l'éducation, la santé, l'économie et le social. Le choix de la prison comme mode de gestion et comme seul horizon. Qu'on bouche avec des murs, des interdits, des gardes à vue, des peines préventives ou des lois anticonstitutionnelles. L'esthétique de l'enfermement comme seule réponse aux inquiétudes légitimes d'une société qui s'interroge constamment, son devenir incertain. ما شفناكش اخويا هدرت على العيد، الشعب ما عندهاش باش يعيد، الخروف راه يدير 10 ملايين، البيض راه يدير 25 دينار 25 دينار البيضه، اللحم راه يدير 250,000، وعدتنا في رمضان باش يجي اللحم هذا تاع 120 ما كاش، الاشهار شفنا غير الاشهار، انا نقول لك والله عيب اللي صرا في وهران الناس دايره لاشين على اللحم تاع 120,000 والجزائري ما ياكلش اللحم غير في رمضان، درنا حل ياكلها كاع العام. على حنا نقروا حتى يجي رمضان ونجروا باش نجيبوا المواطن هذا نجيبوا له اللحم تاع 120,000 يا خويا الجزائر ياكل اللحم كاع العام والدوله دوله قويه الله يبارك. الجزائر عندها دراهم والرئيس راه يوصي على المواطن البسيط. زيد الوزاره انا عندي راهي ما عندهاش خريطه طريق لاني نشوف فيه والله ما عندها خريطه طريق. كذلك مشكل الحليب في وهران ما عندناش الكوطه تاعنا تاع السيد جيو عطينا الكوطه تاعنا في وهران تاع الحليب ما عندناش كوطه تاعنا يروح للسعيده يخلطوها لنا بالماء ويعاودوا يرجعوها لنا لوهران. كاين عندنا من البنات نعرف 3 من البنات في وهران ينتجوا 125,000 راهم ينتجوا 25,000 لتر في اليوم. شوف سيد الوزير نقول لك بصراحه انت تسير على خطى الوزير السابق. شكرا بارك الله فيك. شكرا سيد نائب بارك الله فيك. الاتهامات كما قال لا اسمح لي ملاحظات مقبوله لكن اتهامات وتذكر لي في وزراء سابقين لا اسمح لي جيت خبطني انا هنا مسؤول خبرني قبل ما تهضر مع الوزير هضر معايا انا المسؤول المباشر تاعك معليش بارك الله فيك. L'Algérie nouvelle de Tebboune, cherté, paupérisation, harraga, le mal-vivre algérien, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir M. Hicham Aboud, qui est journaliste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Hicham Aboud, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, cher ami, bonsoir aux téléspectateurs de Maralébia. Et c'est moi qui vous remercie de m'offrir cette belle opportunité de m'adresser au public de Maralébia, notamment pour ceux qui n'ont pas l'occasion de me suivre sur ma chaîne YouTube. Marhaba bik, c'est Hicham. On aura aussi le plaisir d'accueillir depuis Alger Karim Kebir, qui est journaliste, ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Il sera avec nous par téléphone depuis Alger. Je ne sais pas s'il était avec nous. Karim Kebir, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Karim. Bonsoir et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci Karim. On aura aussi le plaisir d'accueillir Azdin Toumi, militant politique. Il sera avec nous aussi depuis Alger par téléphone. Azdin Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Azdin. Bonsoir cher ami Nassar, bonsoir à tous tes invités et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation.
Merci Azdin Toumi. Hicham Aboud, je vais commencer cette émission avec vous, mais avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais avoir votre aperçu par rapport à cette info, ce feuilleton de l'ambassadeur émiraté, cette information donc, qui a été avancée par le journal An-Nahar, puis supprimée. On a vu bien sûr le ministre de l'information qui a été limogé, le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Bien sûr, j'aimerais avoir votre aperçu par rapport à ce qui s'est passé. Donc, comment peut-on lire cette question de cette information qui a été donnée par An-Nahar? Et on sait très bien en Algérie qu'on ne peut pas avancer ce genre d'information si elle n'a pas été approuvée par les services de sécurité. Merci de me donner l'occasion de parler de ce sujet qui n'a pas encore fini de livrer tous ses secrets, puisque aujourd'hui, j'ai reçu une copie de la lettre adressée par le ministre algérien des Affaires étrangères à l'ambassadeur des Émirats arabes unis, l'invitant à quitter le territoire dans les 48 heures qui suivent. C'est-à-dire, maintenant reste à savoir, est-ce que cette lettre, c'est encore un faux, mais il y a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire, c'est un papier en tête, c'est un papier du ministère des Affaires étrangères, caché, signature, tout est en ordre. Maintenant, si on fait un faux pareil, c'est que ça ne peut venir que des services de sécurité, ça ne peut pas venir d'un apprenti faussaire. Cette affaire résume une guéguerre entre les gens des services secrets algériens, notamment la DGSI, la sécurité intérieure, et une partie de l'entourage de Tebboune qui voit mal Tebboune quitter le palais de Mouradia en décembre 2024. Parmi ces gens, on note Boualem, l'homme qui joue pratiquement, quoique la comparaison n'est pas à faire, mais il veut se substituer en quelque sorte à Saïd Bouteflika ou à l'Arab Belkhir. Il joue un petit peu ce rôle-là de pouvoir occulte. Alors, les services secrets accusent Boualem d'être derrière cette information, et semble-t-il que l'information a été donnée à An-Nahar par Boualem et non pas par les services secrets qui, eux, sont derrière, qui ont tout mijoté. Et c'est pour cette raison que Souad Azzouz est aujourd'hui, en quelque sorte, dans de sales draps, parce que elle ne sait plus qui est derrière, qui l'a manipulé. On sait très bien que Nahar a beaucoup d'acquaintances avec les services de sécurité. C'était et c'est toujours, en quelque sorte, l'annexe et l'outil médiatique des services de sécurité algérienne, notamment la DGSI. Donc, en résumé, c'est une guerre entre une partie des services secrets et une partie de l'entourage de Tebboune. Ça va dans le prolongement du fake, de cette information relayée par Al-Khabar et l'Expression, et qui faisait état d'une réunion tripartite en Israël entre les services secrets marocains, israéliens et français. Et là, on s'attaquait en quelque sorte à la France, on voulait mettre la France dans le même sac que le Maroc et Israël. Et là, on remarque que officiellement, l'Algérie n'a pas du tout réagi à cette information, parce que c'est une information qui est très grave, et puis aucune protestation n'a été exprimée par les autorités algériennes. On n'a pas convoqué le ministre français, l'ambassadeur de France à Alger, ce qui veut dire que cette information est fausse, mais on n'a pas sanctionné et on n'a absolument pris aucune mesure contre les deux journaux qui ont cette information. D'une part. D'autre part, on remarque qu'au lendemain de la parution de cette fausse information, c'est vraiment un faux coup,
un haut conseil de sécurité amputé des civils s'était tenu à Mouradia et qui a été renforcé par la présence des chefs des forces armées, notamment les forces terrestres, aériennes, de défense aérienne et de défense du territoire et maritime. C'était en quelque sorte un conseil de guerre, je me souviens, on avait déjà parlé de ce sujet. Et on avait pris une décision au cours de cette réunion pour renforcer encore les rangs sur la frontière ouest. Donc un déploiement de forces supplémentaires a été fait au lendemain de l'apparition de ce fait. Voilà, l'Algérie fonctionne sur la base de fausses informations. Elle prend des décisions, sauter un ministre en pleine nuit. En pleine nuit, on ne prend même pas le temps de lui désigner un successeur, d'attendre le matin, parce qu'on a peur des Émirats, un État microscopique qui fait peur à un État, à un pays, pas un État, parce qu'en Algérie, il n'y a plus d'État, à un pays qui a quand même une surface qui fait 100 fois, 1000 fois, qui a une histoire, qui a quand même... L'Algérie, c'est un nom. Malheureusement, ce tigre algérien est devenu un chat vieillot parce qu'il est vieilli par cette gérontocratie et cette voyoucratie qui le mène tout droit à la faillite. Voilà, on va revenir sur la situation. Voilà. Très bien, très bien. On va revenir sur d'autres questions, bien sûr. C'est la question aussi sociale, la situation, mais aussi le phénomène de la harga. Karim Kbir, j'aimerais avoir aussi votre aperçu. Vous êtes journaliste, vous étiez aussi rédacteur en chef du journal Liberté. Comment peut-on lire, on a entendu bien sûr la lecture de Hicham Aboud par rapport donc à cette info qui a été donnée par le journal An-Nahar, tout de suite, elle a été supprimée. Le ministre de la Communication il a été limogé par la nuit. Comment peut-on expliquer ce dernier feuilleton, Karim Kbir? Écoutez, je pense qu'il serait naïf de croire que Nahar a publié l'information c'est-à-dire juste par maladresse ou par coquetterie journalistique. C'est une chaîne qui est habituée depuis sa création en tout cas c'est le relais médiatique, le bras médiatique d'un segment du régime. Donc on a vu déjà par le passé où ils ont par exemple accablé des gens avant le jugement. Ils ont pu révéler, par exemple, parler de l'instruction judiciaire alors qu'elle est interdite par la loi, le secret de l'instruction, alors qu'eux, ils ont pu accéder. Ils ont parlé en tout cas pas mal de fois où ils ont donné des informations sans qu'ils cherchent à la vérifier parce que ceux qui leur fournissent l'information, donc ils sont liés. Donc cette information, moi je suis de ceux qui pensent qu'il est difficile de considérer que c'est une fake news. Après ce qui s'est passé, le fait qu'il soit retiré, donc je pense qu'il y a une chose, ou bien il y a deux cas de figure, ou bien il y a une manipulation, donc une manipulation, c'est-à-dire d'un clan pour gêner un autre, connaissant les liens étroits en tout cas entretenus depuis plusieurs années en tout cas avec les Émirats. Rappelez-vous que ça date de l'époque de Bouteflika. Lui-même, Bouteflika, quand il était dans sa province du Téver, on disait qu'il était un conseiller au niveau de l'Émirat. Donc c'est lui qui leur a permis d'accéder dans le marché algérien. Aujourd'hui, ils sont un peu partout. Ils ont le port d'Alger, ils sont à Djenjen, ils sont dans l'usine de véhicules à Tiaret. On se rappelle récemment du scandale du parc Dunia qui était dans lequel plutôt il y avait une entreprise émiratie. Ils ont bénéficié du temps de Saïd Bouteflika d'un grand projet touristique du côté de Sidi Faraj. En tout cas, on dit qu'ils ont beaucoup d'influence ici. Donc maintenant, est-ce que donc il y a une manipulation pour gêner
c'est-à-dire pour gêner un clan qui veut gêner un autre, ou bien c'est vrai, auquel cas il y a une partie qui commence à réaliser le danger que représente ce pays pour notre stabilité. Parce que rappelez-vous que l'Iran, ce n'est pas la première fois qu'il a été dénoncé, même par le Hirak. Pendant le mouvement populaire, il y avait des slogans qui ont été scandés, qui étaient hostiles aux Émirats. Donc, nous savons tous que ces slogans qui étaient sortis, ils étaient inspirés. Ce n'était pas le fruit comme ça d'une imagination de la population comme ça pour s'attaquer subitement au Qatar. Et même pendant le Hirak, le feu Gaïd Salah a fait deux déplacements aux Émirats Arabes Unis. Oui, Louise Ahnoun elle-même, elle avait révélé, en tout cas sans qu'il soit démenti, elle avait révélé que les Émirats étaient derrière l'interdiction du port de l'emblème nazir. Donc, voyez-vous, donc aujourd'hui, je pense, ou bien il y a une manipulation, ou bien il y a un segment dans le pouvoir qui prend la mesure du danger que représentent de plus en plus les Émirats, sachant qu'il a des accointances avec l'Israël et avec la monarchie marocaine. Et pourtant, l'Algérie n'a pas pris de disposition, si on peut dire, à l'encontre des Émirats Arabes Unis, alors que cette dernière a des relations normalisées avec Israël. Bien au contraire, elle a rompu ses relations avec le Maroc. Restez avec nous, Karim Kebir. Azdine Toumi, on va revenir un peu sur notre sujet d'aujourd'hui. Bien sûr, on va parler sur cette situation sociale que vit notre pays, la cherté de la vie à chaque fois qu'il y ait donc les occasions du Ramadan ou de l'Aïd al-Adha, comme on le voit en ce moment, mais aussi le phénomène de Harga qui montre que la société et le mal-vivre, si on peut dire, des Algériens, de plus en plus de jeunes quittent notre pays. Azdine Toumi, d'après vous, pourquoi donc à chaque fois on est dans cette situation, chaque fois qu'il y ait donc l'Aïd al-Adha ou le Ramadan, on arrive à avoir des situations ingérables au niveau par rapport au prix, par rapport à cette situation sociale, par rapport à la cherté de la vie. Azdine Toum. Oui, c'est vrai, pas uniquement Aïd al-Adha, à toutes les occasions, le citoyen algérien, notamment les chefs de famille, se retrouvent devant des difficultés. L'Algérien aujourd'hui, un père de famille ne peut plus se permettre de sacrifier un mouton ou de prendre des vacances ou de marier ses enfants ou de finir de construire sa maison, etc. On est dans une sorte d'un climat de vie suspendu. Tous les projets sont suspendus. Les Algériens aujourd'hui ont déjà du mal à assurer le manger, le boire de sa famille et les besoins quotidiens de sa famille. Mais le phénomène de Haraga, il est au-delà de cette cherté de la vie, de ce pouvoir d'achat qui s'est détérioré en Algérie depuis ces dernières années, mais il est en relation avec l'espoir. Ce pouvoir a réussi à tuer l'espoir dans ce pays, notamment dans la jeunesse. Souvenons-nous que pendant le Hirak, ce phénomène s'est arrêté. Et parce que le Hirak a réussi à ramener une espèce d'espoir, de visibilité sur l'avenir. Les gens se projetaient déjà dans un avenir meilleur de l'Algérie et se sont accrochés à cet espoir du changement que le Hirak allait ramener. Malheureusement, le pouvoir s'est imposé par la force en s'imposant comme la seule alternative au changement. Donc il a refusé toutes les initiatives
et toutes les idées nouvelles qui sont venues de la rue, du Hirak, de la jeunesse, des opposants, etc. Donc, et aujourd'hui, on récolte les résultats. On voit comment, sur tous les plans, l'échec il est partout. C'est une défaillance. Même par rapport, je fais le lien avec cette histoire de cette information fausse ou rumeur ou pas de la chaîne Nahar, mais en tout cas, c'est une affaire grave parce qu'il y a eu limogeage d'un ministre au milieu de la nuit. On ne peut pas dire que c'est juste une erreur, ou je ne sais pas si on peut appeler même pas bavure ou cafouillage, mais pour moi, c'est une affaire grave, c'est un scandale, mais qui démontre que comment nous sommes face à un système qui est en train de se désagréger complètement dans une incohérence totale avec lui-même, avec les aspirations du peuple. Donc il est en train de continuer de vivre dans son mensonge, d'évoluer dans cette espèce de brouillard je ne sais de quel type de gestion, mais en tout cas qui n'est pas dans la... Et il y a les luttes qui se succèdent, les luttes qui sont là, qui sont en train de temps en temps de montrer des signes. C'est des luttes pour le pouvoir, réellement pour qu'il reste au pouvoir. Donc aujourd'hui, nous sommes face à cette défaillance et peut-être on reviendra en détail sur les défaillances dans l'agriculture. Parce qu'il y a un climat d'impunité qui est en train de s'installer petit à petit, contrairement à ce qu'ils disent, qu'ils sont en train de lutter contre la corruption, etc. Bien au contraire, le pouvoir actuel donne beaucoup de largesse aux responsables, notamment les walis, qui se versent dans un populisme jusqu'à l'absurdité, dans leur show télévisé devant les caméras face aux citoyens, un wali qui est dans les villages à contrôler les conduites des détails, vraiment des détails, et qui personne n'assume la responsabilité. Quand on voit le secteur de l'agriculture qui est vraiment dans des difficultés énormes. J'espère qu'ils auront le courage de donner les chiffres de cette saison. Le commerce qui a été un secteur fortement déstabilisé et la déstabilisation a au même moment fortement impacté l'économie nationale, etc. Et donc ils ont fermé l'importation pour un moment, ils ont créé des pénuries, la mauvaise qualité de la production nationale qui ne suivait pas sur le plan qualité, sur le plan prix. Donc tout ça, et personne ne prend la responsabilité. Donc cette espèce de système d'impunité qui est en train de se réinstaller, et je pense que le danger est de plus en plus menaçant. Très bien, restez avec nous. Azdin Toumi, Hicham Aboud, on va revenir sur ce phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années, mais le phénomène de l'harga, mais aussi la cherté, la paupérisation de la société et surtout le mal-vivre algérien. Comment on est arrivé à cette situation, Hicham Aboud? Je sais que vous avez fait beaucoup de vidéos concernant donc les harragas. Pourquoi les Algériens de plus en plus quittent l'Algérie? Avant de vous donner de répondre à cette question, on va regarder juste cette vidéo. Très rapidement, je reviens. Hostia, escucha, ¿esto es en serio, tío? Una puta patera, tío. ¿Pero y estos, tío? ¿Pero estás diciendo en serio, tío? Se han llegado 4 hoy, esta mañana. Que sí, que sí. Esto es realidad. Sí, tío. Se trabaja en la tele, yo. No, que tienes que llamar a la policía. Llamar a la policía. Sí, toca. Hicham Aboud, vous avez vu ces images? Oui, ces images et bien d'autres avant. Et il faudrait qu'on dise une chose, c'est que l'harga, ce n'est plus des jeunes qui sont désespérés
ou des jeunes adolescents qui aspirent à une vie meilleure, parce qu'en Algérie, un adolescent ne vit rien du tout, ne connaît rien de la vie d'un adolescent en Europe ou au Maroc ou en Tunisie. C'est la malvie. Aujourd'hui, la malvie touche tout le monde. Comme tu l'avais dit dans la présentation du sujet tout à l'heure, il y a même des bébés, des enfants en bas âge avec leurs parents qui sont dans des bateaux, des embarcations d'infortune. Je viens d'apprendre qu'une bonne partie, si ce n'est pas toute l'équipe nationale de handball des moins de 23 ans qui participe à une compétition sportive en Allemagne, qui a pris la poudre d'escampette. C'est tout le monde qui s'est sauvé. Vous savez quelle honte ça fait pour l'Algérie, pour les officiels qui accompagnaient ces handballeurs. Vous savez, la honte, ça, eh bien, pour un régime qui se respecte, on doit baisser le rideau et s'en aller. Ce n'est pas le cas du régime algérien. Ce régime mène une politique basée sur le mensonge, sur le faux, parce qu'eux-mêmes, ils sont faux. Quand Boun, toute honte bue, vous dit qu'il est élu par le peuple, alors que tout le monde sait que même par la fraude, il n'a pas été élu, puisque celui qui a été élu par la fraude, c'est SD Nihoubi. Et l'auteur de cette fraude est aujourd'hui en prison, à Blida. Il en a pour 18 ans, il a été dégradé au grade de Djoundi, et 4 autres officiers supérieurs lui tiennent compagnie pour une bonne douzaine d'années. Donc, vivre dans le mensonge, ça ne peut exister qu'en Algérie. Et se voiler la face en disant ouais, les gens ils partent parce qu'ils ont envie de découvrir de nouveaux horizons. Non, mon ami, non. Autrefois, je le dis très bien, moi-même j'ai vécu cela. Dans les années 70, on m'avait offert une bourse de 2500 francs français par mois en Belgique, à l'UCL, à l'Université catholique de Louvain, pour préparer une licence en bibliothéconomie. Et j'avais, entre-temps, en Algérie, on me versait chaque mois 900 dinars par mois. Puis ça monte à 1300, à 1400, à 1600. Et j'avais dit non. Pourquoi? Parce que je me sentais bien en Algérie. C'est pas le seul à avoir dire non. Nous étions des dizaines et des dizaines à n'avoir pas accepté cette proposition et à continuer nos études en Algérie, et on était très bien, on vivait très bien dans notre pays. Il n'y avait pas de harga, il n'y avait pas de visa pour la France. Le visa a été instauré à partir du début des années 90. Sinon, avant, il n'y avait pas de visa. On vivait très bien, personne. Bien au contraire, les gens rentraient de France, déposaient leur carte séjour et s'installaient en Algérie. Des jeunes venaient faire leur service national en Algérie, faire 2 années au lieu d'en faire une. Le meilleur exemple vient du footballeur Moustapha Dahleb, qui à peine il venait de signer avec Sedan, qui était quand même une grande équipe du football français. Elle s'était classée 6e au classement général, derrière le PSG, l'Olympique de Marseille. C'est les grandes équipes du football français. Moustapha Dahleb avait mis entre parenthèses son contrat professionnel de footballeur pour venir faire son service national en Algérie pendant 2 ans et jouer comme amateur au CR Belouizdad. Si on faisait ça, c'est parce qu'en Algérie, on vivait bien. Il n'y avait pas cette malvie. Il y avait pas, les gens ne risquaient pas leur vie à bord d'embarcations d'infortune. Eh bien, tout cela est le résultat d'une politique menée par un régime incapable de trouver la moindre solution au problème qu'il crée lui-même. Aujourd'hui, en Algérie, on ne trouve même pas le moyen d'acheter du lait tranquillement. Pour aller au stade, regardez, il vient d'inaugurer des stades. Pour aller au stade, c'est la punition. Pour aller au stade de Barraqi, vous ne pouvez pas prendre votre voiture, vous ne pouvez pas aller à bord d'un scooter. Non, il faut aller dans un endroit indiqué
prendre le bus, et on sait dans quel état on prend le bus. Ce sont des boîtes de sardines ambulantes qui se déplacent. Et à la sortie du stade, c'est la même chose. Une véritable punition. Pour une finale de Coupe d'Algérie qui oppose le CL Bluiz à Chlef, on l'a fait jouer à Oran. Pourquoi à Oran? Et on l'a fait jouer un jour de semaine. On l'a fait jouer à une heure où il y avait un soleil de plomb. C'était la punition pour tout le monde. C'est un pays où on ne fait que punir le peuple. Voilà pourquoi les gens fuient. C'est pour cette raison. Il n'y a que le mal-vie. Celui qui peut voir quelque chose d'intéressant, on a dit avec votre argent, vous ne pouvez pas vivre. Vous pouvez avoir une belle villa, avoir une belle voiture, mais dans votre villa, il n'y a pas d'eau. Votre voiture, c'est la circulation, c'est les bouchons, c'est les routes défoncées, et vous ne pouvez même pas vivre à l'aise. Quelle que soit votre appartenance à une couche sociale, quel que soit votre statut. Est-ce que ce mal-vivre, Hicham Aboud, est lié à la situation politique? Mais bien sûr. Écoute, tout est lié. Tout est lié. L'économie est intimement liée à la politique. S'il y avait une volonté politique, quand dans les années 70, il y avait une volonté politique, qu'est-ce qu'on a fait? On a construit des complexes industriels à Annaba, à Constantine, à Tizi Ouzou. Chaque wilaya avait une spécialité. À Oran, à Arzo, on avait quand même. Et puis, il y avait des universités, il y avait des stades. Et on construisait parce qu'il y a une volonté politique. Aujourd'hui, on n'investit rien. Et on se targue d'avoir une réserve de 64 milliards de dollars. Eh bien, cette réserve, en réalité, doit être de plus de 64 milliards. Parce qu'en 2014, elle était de 250 milliards de dollars. Où sont passés, où est passé le reste? Avoir 64 milliards de dollars de réserve sans investir un centime dans un hôpital, dans un dispensaire. Et quand on inaugure une douche dans une cité universitaire, on déroule le tapis rouge au Mali et on fait tout un tintamarre et les chaînes de télévision arabes se moquent de nous. Voilà. Très bien. Restez avec nous, Hicham Aboud. Karim Kbir, comment peut-on expliquer donc ce mal-vivre algérien, mais aussi ce phénomène de Haraga qui a pris de l'ampleur ces dernières années? Azdine Toumé a parlé que ce phénomène avait s'est arrêté, presque arrêté, quand le Hirak a débuté. C'est comme que les Algériens ont repris l'espoir par rapport à la situation de leur pays. Comment peut-on expliquer? Mais aussi, je vais juste reprendre cette étude qui a été publiée par l'économiste, le journal britannique, qui a donc fait cette liste des capitales où il est bon à vivre, si on peut dire, et l'Algérie est classée 171e place juste avant donc Tripoli et Damas, donc la Syrie et la Libye. Comment peut-on expliquer ça, Karim Kbir? Écoutez, je pense le principal facteur, en tout cas au-delà des conditions économiques, l'absence de perspective, vous savez, il y a des cortèges d'étudiants qui sortent sur le marché sans trouver des débouchés d'emploi. Il y a là, comme l'ont évoqué nos amis, donc il y avait la cherté de la vie aussi. Mais beaucoup plus que ça, je pense qu'il y a une forme de désespoir qui est née de l'absence d'aboutissement, en tout cas, de ce qui était espéré du mouvement populaire. D'ailleurs, Azdine a bien fait de relever que pendant cette période, on a noté quand même une forte diminution du phénomène de la Haraga, mais juste après, il a repris. Parce que, comme je l'ai dit, au-delà des conditions économiques qui sont difficiles, mais c'est beaucoup plus les Algériens ont besoin de vivre dans la dignité, d'être reconnus, de vivre librement dans leur pays, c'est-à-dire de s'exprimer librement, de se rencontrer, de pouvoir débattre ensemble. Il faut aussi des loisirs, parce qu'il faut le dire aussi, de ce côté-là, il
il y a un petit problème. Vous n'avez qu'à voir Alger, dès 18h, c'est une ville complètement fermée. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de... Même pour faire du sport, parfois vous êtes obligé de vous déplacer avec les contraintes des embouteillages. Vous êtes obligé de vous déplacer sur une longue distance pour trouver un stade ou une aire de jeu où vous pouvez courir ou faire du sport. Donc c'est tous ces facteurs qui font que beaucoup en même temps, il y a beaucoup qui ont peur de l'avenir. Il y a cette espèce d'absence de lisibilité sur le devenir. Donc les gens, en tout cas, il y a beaucoup de familles qui préfèrent, on l'a vu avec les étudiants, qui préfèrent placer leurs enfants à les étrangers. Regardez récemment comment, par exemple, le Canada, comment il attire de plus en plus nos jeunes, notamment les étudiants. Vous avez pu certainement voir à récentes vidéos du rassemblement à côté du consulat du Canada ici à Alger. Et donc c'est toute cette situation qui fait que beaucoup de jeunes ont presque perdu espoir, et donc ils préfèrent tenter l'aventure même au péril de leur vie. Et il n'y a pas encore de gestes assez forts, une volonté politique comme ça qui est capable de leur parler, de les convaincre, de leur donner des perspectives, de leur donner de l'espoir. Et malheureusement, pour le moment, faute de tout ça, ils sont tentés par l'aventure. Très bien. Azdine Toubi, votre réaction par rapport à cette question? Oui, je disais tout à l'heure, je continue. C'est vrai qu'il n'y a pas uniquement le phénomène de Haraga. C'est dramatique ce qui se passe pour nos jeunes, mais il y a aussi tous ces couples, toutes ces familles, ces cadres algériens, ingénieurs, médecins, qui sont en train de quitter le pays après des années d'expérience, après que l'Algérie a dépensé, investi sur eux pour les former, pour qu'ils acquièrent une certaine expérience dans leur domaine. Et aujourd'hui, on voit cette hémorragie que le pouvoir laisse faire. Il est là en train de regarder par exemple pour les médecins, au moment où des pays étrangers, notamment la France, qui sont en train de préparer des textes de loi pour faciliter l'arrivée des médecins étrangers, on voit que dans notre pays, ils font rien pour améliorer la situation du secteur de la santé. Et ça, je vous avais dit tout à l'heure, c'est le résultat de toute cette politique. Souvenons-nous qu'il y a quelques années, les médecins ont été tabassés à l'intérieur de l'hôpital Mustapha Bacha. Les images, elles sont toujours là, les vidéos, elles sont 2018, toujours là. Absolument. Donc aujourd'hui, on n'a que le résultat de cette politique répressive de s'imposer par la force, de refuser toute idée de changement. Et tous les signaux disent que le pouvoir n'a aucune intention d'aller vers l'ouverture quand on voit comment il est en train de fermer, ou comment il a fermé, il est en train encore de serrer les choses sur les militants, sur les espaces comme à Karim. Aujourd'hui, on est dans une espèce de... Le pouvoir est en fait, pour moi, il veut une société qui est heureuse, dans un désastre absolu, dans un pays sans avenir, et voilà. Et contre le Haraga, cher Ami Nasser, parce que des fois il faut aller au fond des choses, quand le Haraga, ça devient un projet de famille. Quand on voit des mères qui avant les familles, les parents, ils empêchaient leurs enfants de prendre de cette aventure, mais aujourd'hui, on voit que des mamans qui vendent leurs bijoux pour aider son enfant à partir, et un père qui vend le peu de choses qu'il possède pour aider son enfant à partir, et quand l'arrivée d'un jeune dans l'autre rive devient une réussite dans l'image des autres jeunes ici, allez-y, discutez avec les jeunes. Ils vous disent, voilà, le voisin, il a réussi, il est bien arrivé là-bas, ça devient une réussite. Allez vivre. Et pourtant, Azdine Toubi, il avait fait des déclarations
désolé de vous couper, Azdine. Tebboune a fait des déclarations. Il a dit on va proposer même à ces pays de la rive nord de la Méditerranée des jeunes. Ils peuvent partir pour 2 semaines, par exemple, faire l'expérience de vivre la vie là-bas et de découvrir qu'il y a des difficultés. Et comme ça, ils vont être convaincus de revenir vivre en Algérie. Bien sûr, beaucoup ont été surpris par ces déclarations. Non, c'est pas réaliste. Ce qu'il dit, voilà. Non, ça n'a rien à voir avec la réalité. Les jeunes ils veulent partir. Il y a une majorité écrasante de jeunes Algériens qui veulent partir dans cette aventure, dans l'espoir de trouver quelque chose d'une vie meilleure, parce qu'ils ne trouvent pas leur place ici. Ils n'arrivent pas à se projeter. C'est ça le problème, en fait. Ici en Algérie, les gens n'arrivent pas à se projeter dans 10 ans, dans 15 ans, comment sera l'Algérie. On ne sait pas. Tout est possible. On peut se retrouver dans des situations très difficiles. Et c'est ça, il n'y a pas. Et au même moment, on voit un pouvoir, un régime qui a complètement tourné le dos à tous ces problèmes que vit le peuple algérien. Il a tourné le dos aux vraies crises que vit le peuple, que vit l'Algérie, notamment la crise politique, la crise des libertés, dans la crise dans le médiatique, la crise économique, dans l'agriculture, partout. Et on voit un pouvoir qui se concentrait sur l'extérieur, sur une diplomatie qui, je ne sais pas comment elle est dispersée complètement. Des fois, c'est plein d'incohérences. On ne sait pas c'est quoi le cap. Quels sont les amis de l'Algérie aujourd'hui? Citez-moi un pays, y compris la Russie. Qui est le pays ami de l'Algérie aujourd'hui? Je ne vois pas. Je sais pas. Nous sommes dans un brouillard. Et ce qui fait mal, cher ami Nassar, quand vous voyez comment le pouvoir il est en train de vivre dans son mensonge, au moment où les citoyens se font imposer une austérité extraordinaire pour pouvoir joindre les bouts pour garantir le pain et le manger, le boire de leurs enfants. On voit un pouvoir, un régime qui se pavane, qui ne se fait aucune restriction aucune retenue dans les dépenses, que ce soit les budgets de fonctionnement ou dans toutes ces herdettes qu'il est en train d'organiser, que ce soit autour du sport, autour de rencontres, de colloques, etc. Merci Azdine. Karim Kebir, très rapidement, je donnerai le mot de la fin à Hicham Aboud. Karim Kebir, Azdine Toumé est en train de dire, nous sommes face à un brouillard par rapport à la situation de notre pays. On a vu bien sûr l'élourdissement de la condamnation de Hassan Qadi récemment. Où se dirige notre pays face à la situation que nous vivons? Est-ce que l'Algérie inquiète, Karim Kebir? Écoutez, aujourd'hui, je pense que le constat est unanime. Tant qu'il n'y a pas une grande initiative politique, c'est-à-dire de nature à desserrer un peu les taux sur les libertés, sur les contraintes d'exercice politique, sur l'ouverture médiatique, laisser les gens débattre entre eux, prendre des mesures d'apaisement et tout ça. Je pense que ça sera difficile d'esquisser un projet de développement où tout ce qui est entrepris va immanquablement montrer ses limites faute d'une adhésion populaire. Moi, je vois par-ci par-là, récemment, on annonce des initiatives et tout ça, mais faute de dialogue, faute de débat où les gens peuvent se rencontrer, peuvent discuter, où le pouvoir donne des garanties, engage lui-même une initiative, ouvre les canaux de dialogue avec tout le monde. Je pense que la situation va rester floue et effectivement, elle a ses conséquences parce que l'absence de visibilité crée forcément le désespoir chez les gens et c'est ce qui explique donc une certaine partie ces gens qui cherchent à partir ou chercher à assurer l'avenir pour leurs enfants ailleurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans une espèce d'immobilisme, d'un statu quo
Et ce statu quo n'arrange pas les choses parce qu'on est en train de perdre un précieux temps dans un monde qui est en perpétuel changement à une vitesse grand V et un monde dans lequel on risque de ne pas avoir notre place. Merci Karim Kbir. Hicham Aboud, je vous donne le mot de la fin. Le manque de vision, de visibilité, le désespoir. On n'arrive pas à voir le bout du tunnel en Algérie ou dans cette Algérie nouvelle. كما يقولوا بالعامة وين رانا رايحين يعني بها. Oui, c'est la question que tout le monde se pose. Où va-t-on? Eh bien, vous savez, quand on navigue à vue, on ne sait pas où aller. Et ce régime, ça sent parce qu'il est le prolongement de celui de Bouteflika, et notamment les 7 dernières années de Bouteflika, où l'Algérie était gérée par procuration. Donc, il n'y avait pas un chef d'État, il y avait un pouvoir occulte qui était autour de Bouteflika et qui dirigeait le pays sans vision aucune. Eh bien, ça continue aujourd'hui parce que vous verrez jamais un plan d'action, un plan de développement mis en place et annoncé, et on voit un petit peu, on met les premiers jalons de l'exécution de ce plan. Il n'y a rien du tout. Il n'y a que de fausses promesses. On vous promet un TGV Tamnaras-Alger et on ne pose même pas la première pierre. Même quand vous avez en place des réalisations. Allez, prenons le cas de la grande mosquée d'Alger. Parce que la grande mosquée d'Alger, ce n'est pas uniquement la salle de prière, c'est aussi la bibliothèque, qui a une contenance de 1 million d'ouvrages et qui peut accueillir jusqu'à 1000 étudiants d'un coup, 1000 visiteurs. C'est aussi l'institut qui est à l'intérieur de cette mosquée. C'est un hôtel, c'est un musée de 14 étages. Eh bien, ce musée, cette mosquée, devait être inaugurée au mois d'avril 2019 par Bouteflika. À ce jour, elle est fermée. Pourquoi? Parce qu'on est incapable de la gérer. On a nommé un recteur, un imam recteur qui a rang de ministre, mais on n'a pas recruté un seul ouvrier, un seul employé. On n'a rien fait. On est incapable de gérer cette gigantesque réalisation. Cela signifie clairement que l'Algérie est dirigée par des nains incapables de la diriger. D'ailleurs, Tebboune lui-même l'a reconnu. Il dit « Nous sommes trop petits pour ce pays ». Et lui-même, il le dit, c'est pas moi. Hein. Lui-même, il fait cet aveu. Et effectivement, il n'est pas seulement petit. Tout son entourage sont des nains face à cette grande Algérie. Et l'Algérie a besoin d'hommes qui ont de l'envergure, des hommes qui ont de l'étoffe pour pouvoir diriger un grand pays qui a un grand peuple. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Hicham Aboud, journaliste, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous. Merci à Karim Kbir, journaliste. Et merci aussi à Azdin Toumi. Ils étaient avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikum saha. Bqaw ala khair.